on débute donc avec le sénateur du jour. Il est élu de Paris, siège dans le groupe socialiste et vice-président du Sénat. Bonjour David Assouline. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va commencer par cette actualité, cette évacuation de campements de migrants hier à Paris, porte de la Chapelle. D'autres évacuations auront lieu dans les prochaines semaines. C'est ce que dit le gouvernement. Est-ce que c'est une bonne chose ? Les mises à l'abri, oui, c'est une bonne chose. Parce que le mot évacuation peut vouloir dire beaucoup de choses. Le problème, c'est que maintenant, il faut que ce soit durable. Pour que ce soit durable, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas reconstitution, parce qu'il y en a eu des mises à l'abri, des évacuations. Il faut absolument que nous ayons une politique nationale, d'ailleurs, de construction, de développement de centres d'hébergement durables pour accueillir dignement les gens, qui ne soient pas dans cette indignité incroyable. J'y ai été plusieurs fois avec Anne Hidalgo, parce qu'on réclamait justement ces mises à l'abri inconditionnelles, c'est-à-dire des mises à l'abri. Le gouvernement a eu raison de faire ces opérations hier. Oui, sous cette forme-là, c'est ce que nous réclamions, c'est-à-dire qu'une évacuation pour disperser, réprimer, ne sert absolument à rien. Ces populations sont là. Mais le fait de les mettre à l'abri, c'est-à-dire de prendre soin de gens qui souffrent, oui, c'est quelque chose que nous avons réclamé, mais il faut que ce soit durable. Il y a encore un campement à la porte d'Aubervilliers, il y a encore 2000 personnes, donc il faut que ça continue. Mais surtout, je répète, il faut arrêter de faire de l'annonce, de faire des télé à 6 h du matin, tout le monde voit les choses, le ministre de l'Intérieur communique, et puis derrière, les choses se reconstituent doucement. Didier Lallement dit on va tout faire pour que ça ne se reconstruise pas. Vous y croyez ? Vous croyez que c'est possible que ces campements ne se reconstruisent pas ? Mais c'est possible, pas par une vision strictement policière. Il dit on va faire des patrouilles. Bon, franchement, je pense qu'il va apprendre ce que c'est, parce que peut-être il n'en avait pas encore l'expérience. Nous, ça fait longtemps qu'on traite ça. Il est trop naïf sur ce sujet ? Non, c'est pas qu'il est naïf, c'est que je ne critique pas cela. S'il n'y a pas derrière, je le répète, une politique d'accueil, de mise à l'abri avec des vrais centres d'hébergement, toutes les grandes villes le réclament. Nous sommes là en dessous de ce qu'il faut faire. Et donc, je pense que c'est bien. Mais maintenant, il faut de la pérennité. Didier Lallement, le préfet de police de Paris. Je précise plus largement sur les mesures annoncées par le gouvernement cette semaine. 20 mesures en matière d'immigration. Alors, on a notamment retenu ces quotas d'immigration en matière économique ou encore le délai de carence de 3 mois avant que les demandeurs d'asile n'accèdent à la Sécu. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de ces mesures ? Je pense que s'il y a des quotas qu'il faut fixer, c'est sur la démagogie quand on parle d'immigration. Il y en a assez d'essayer de ne pas vraiment affronter le problème sans bruit, tranquillement, en étant efficace et faire des grandes annonces. Alors, jusqu'à présent, c'était des lois. On n'évalue pas les lois. Ils ont fait une grande loi sur l'immigration. Ils devraient nous dire ça ne sert à rien. On regrette, et maintenant on a un plan avec 20 mesures. Non, il n'y a même pas de retour sur ce qui est fait. Et ça, c'est parce que ce sont des effets d'annonce. Le président de la République a considéré qu'il fallait qu'il surfe sur un état d'esprit d'exclusion, de crainte de l'immigré qu'il y a dans le pays, au lieu d'expliquer les choses. Je viens de dire il joue sur les peurs, le président de la République, sur ce sujet. Mais bien sûr, et il pense que c'est, comme d'autres avant lui, que c'est en chevauchant cela qu'il va assécher le Front National. Or, c'est l'inverse. À chaque fois, le Front National dit quoi ? Ces dernières années, il dit « Ah ben c'est bien, on fait ce qu'on a demandé. » Donc on avait raison, et les Français ne s'y trompent pas. Ils disent si on leur donne raison et qu'ils l'ont dit avant les autres, c'est vers eux qu'il faut se tourner. Ça veut dire qu'ils renforcent le Front National est devenu le premier parti de France aux européennes, tranquillement, comme cela. Et je crains que vous dites la politique du gouvernement renforce le Front National, enfin le Rassemblement National maintenant. Je dis ce que je vous dis, c'est assez clair, c'est qu'aujourd'hui, il faut être sur le fond et arrêter de jouer avec l'immigration. C'est pas un jouet. Il y a là des souffrances, il y a là des difficultés, et il faut absolument le traiter en responsabilité et avec humanité. Je viens de lire une étude de Hervé Lebras. Voilà, il dit les choses, que ce n'est pas vrai, qu'il n'y a pas de grand remplacement, que les choses sont beaucoup plus en douceur, qu'il y a un accueil, qu'il n'y a pas tant d'immigration que cela. L'immigration économique, c'est 30 000 immigrés tous les ans. Et entre ceux qui sortent et ceux qui rentrent, le sol n'augmente pas. Donc, surtout que nous sommes devant un défi que tout le monde connaît.
Il suffit qu'il y ait 1 degré de plus de température dans le monde pour que nous ayons plusieurs centaines de millions de déplacés, de gens qui fuient des régions. Et on sait que ça a commencé et on sait que les déplacements se font de sud à sud, pas sud-nord. Ce sont les pays les plus pauvres qui accueillent ces migrants. Alors, on en a qui arrivent en Europe, eh bien, au lieu de dresser des barricades et des peurs qui vont enterrer les démocraties européennes si on continue de jouer avec ça, il faut aborder comment on accueille, comment on intègre, comment on forme, comment on fait en sorte que ça se fasse dans une paix sociale et une harmonie. Allez, on va parler d'un autre sujet puisque le Sénat examine la semaine prochaine le projet de loi de financement de la sécurité sociale. On va en parler avec notre journaliste parlementaire Quentin Calmet. Bonjour Quentin. Bonjour Ariane, bonjour David Assouline. Bonjour. Et beaucoup de groupes politiques au Sénat commencent déjà à dénoncer ce projet de loi du gouvernement. Hier, les sénateurs, les Républicains, ont tenu une conférence de presse sur ce sujet. Oui, l'équilibre des comptes de la sécurité sociale ou la fin du trou de la Sécu. Eh bien, le gouvernement a beaucoup communiqué dessus l'an dernier. Mais cela n'aura duré que 15 jours car eh bien, les mesures en faveur des gilets jaunes sont passées par là. Regardez, l'an prochain, la sécurité sociale s'apprête à perdre 3,7 milliards d'euros de prélèvements sociaux. Conséquence, en grande partie, à 2,7 milliards d'euros, des mesures post-crise gilets jaunes. Et selon les sénateurs de droite, qui effectivement, Ariane, tenait une conférence de presse hier, eh bien, ce n'est pas à la sécurité sociale de payer pour ces mesures. Écoutez Alain Milon, le président de la Commission des affaires sociales. Il y a une loi, c'est la loi de 1994 de Simone Veil, qui dit clairement que lorsque l'État prend des décisions concernant la sécurité sociale de non-versement de cotisations, l'État compense. Or, le gouvernement a décidé de ne pas compenser cette année, considérant que ça vient de la même poche du citoyen, que ce soit sous la forme de cotisation, soit sous la forme d'impôt. Sauf que le but n'est pas le même. Le but dans l'État, c'est de construire des routes, c'est d'entretenir les armées, etc. Le but de la sécurité sociale, c'est d'assurer la bonne santé des Françaises et des Français. Voilà. Sur ce sujet-là, peut-être que vous êtes d'accord avec le sénateur Milon, c'est sur ce qui va suivre que ça va se corser. Pour la droite sénatoriale, le rythme des économies, il n'est plus tenable. Selon eux, il est urgent de réformer le système. Les sénateurs de droite qui remettent sur le tapis une proposition qui va faire du bruit, le recul du départ de l'âge à la retraite. Écoutez le président des sénateurs LR, Bruno Retailleau. On aura des propositions sur la réforme de la retraite. On proposera 64 ans parce qu'on dira aux Français, il ne faut pas se cacher. Si on ne recule pas l'âge de l'âge de départ à la retraite, ce sera moins de pouvoir d'achat. On sera obligé de baisser les pensions et nous voulons garantir le pouvoir d'achat des retraités. Dernier point qui va faire énormément de bruit dans l'hémicycle la semaine prochaine dans cet examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Cela concerne la réforme de l'hôpital, son mode de fonctionnement. Des annonces pourraient être formulées dans les prochaines semaines par Agnès Buzyn, ce qui viendrait fausser complètement en fait l'examen de ce PLFSS qui a lieu dans l'hémicycle. Et là, on sait, les sénateurs vont être très mécontents sur ce point-là. Merci beaucoup Quentin. Vous avez réagi bien sûr sur ce sonore de Bruno Retailleau qui dit que si on ne recule pas l'âge de départ à la retraite, eh bien c'est les pensions qui vont baisser et donc le pouvoir d'achat des retraités. On imagine que vous n'êtes pas d'accord avec cette analyse. Non, bah c'est classique, la droite le dit. Ce qui est énervant, c'est quand des gens qui devraient s'opposer à cela sont un peu d'accord. Donc, c'est-à-dire ? Eh bien, ça veut dire qu'on entend, y compris de ce gouvernement, à étudier cette possibilité, même s'il l'écarte pour d'autres façons d'économiser. Mais c'est un peu hors sol. Il y a beaucoup de choses hors sol avec ce PLFSS et ce débat. Parce que en quoi on protège le pouvoir d'achat quand on sait qu'avec le chômage, et notamment le chômage des seniors, des plus âgés, des travailleurs, retarder un âge de la retraite alors que très souvent ceux qui ont la cinquantaine ne trouvent plus d'emploi et ne peuvent pas travailler, c'est parler à côté. C'est-à-dire c'est laisser des trous béants dans la raquette de ce qu'il faut régler aujourd'hui pour équilibrer les comptes et pour faire en sorte que les caisses de retraite puissent continuer à vivre. Donc il y a un débat
de toute façon, qui est tout à fait légitime, c'est quelque chose de fondamental. Bien entendu que quand la durée de vie n'est plus la même, eh bien, il y a des choses à faire. Donc, mais quoi alors? Quels paramètres il faut toucher pour vous? Mais il faut toucher pas mal de paramètres, mais surtout repenser l'organisation, revoir l'organisation du travail qui est complètement modifiée. On ne peut pas, avec des yeux anciens, régler des problèmes actuels. Et donc, ce que je pense, c'est que d'abord, ce n'est pas sérieux. De faire croire qu'on fait des propositions, etc., quand on est une opposition, en réglant le report de l'âge de la retraite dans un PLFSS, dans un débat au Sénat. Donc pour vous, ça n'a rien à faire dans ce texte? Bah, c'est un coup, c'est une façon de faire un coup, mais on sait que c'est pas sérieux, parce que là, une réforme de la retraite, c'est d'abord une négociation avec les salariés, avec les syndicats, c'est des ajustements, c'est des débats. C'est pas on case ça dans une loi de budget de la sécurité sociale comme ça au Sénat en passant. Bon, voilà, c'est un coup politique de la part des Républicains. La droite fait de la surenchère avec ce que fait le gouvernement. Les uns veulent ça. En gros, ils sont tous d'accord qu'il y a trop de droits, les gens vont trop bien. Et donc, il faut aujourd'hui ou réduire l'âge, ou augmenter l'âge, ou réduire le niveau des pensions, ou réduire les avantages que l'on peut avoir. Bon, moi, je dis aujourd'hui, c'est l'inverse. Les gens vont pas bien, et notamment tout ce qu'il y a comme inégalité entre femmes et hommes dans l'accès à la retraite, et d'inégalité entre ceux qui travaillent dur. Et qu'est-ce que ça veut dire que de dire 64 ans pour des gens qui sont usés et vont avoir une durée de vie nettement moins importante que les autres à cause de leur parcours professionnel. Donc, arrêtons de jouer aussi avec ça et soyons sérieux, travaillons sur le fond. Plus largement sur ce PLFSS, ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, est-ce que vous dites que le gouvernement fait payer la crise des Gilets jaunes à la Sécu? Oui. Oui, enfin, donc quand même, c'est-à-dire que on reprend... aujourd'hui, la question de la santé est fondamentale. Je considère que c'est peut-être le joyau de la France. Quand on regarde ce qui se passe dans le monde, on est perçu comme cela, et l'hôpital en particulier. Et on voit bien que c'est en train de se naufrager. Il y a quelque chose qui est en train de déraper. Je considère que la façon dont le lien social se maintient dans le pays, malgré des crises et des tensions très fortes que l'on sent, si ça ne pète pas complètement, s'il y a encore une confiance dans la société et ce que représente notre République, c'est parce qu'il y a cet acquis social, et l'hôpital public est au cœur de tout ce que je veux essayer d'expliquer. Alors, si on le laisse mourir, je suis certain... Il y a un risque, quoi, de faire exploser la société? Oui, vraiment. Il y a eu la poste, il y a eu les trains. Bon, la santé et l'école, c'est au cœur de ce que les Français considèrent avoir non seulement acquis par des luttes, etc., mais qui font que on vit, on tient ensemble, malgré les très grandes difficultés. Et donc je dis, aujourd'hui, il faut investir massivement dans l'hôpital, et un budget de la Sécu qui n'aborde pas cette question et qui ne prévoit pas un plan d'ampleur qui est nécessaire pour sauver l'hôpital dans notre pays, et passe à côté du sujet. On va parler d'un autre sujet qui concerne le Sénat. Il y avait un bureau du Sénat hier. Vous aviez saisi, vous, ce bureau du Sénat sur les propos du sénateur Jean-Louis Masson, qui avait fait un parallèle entre les femmes voilées et les sorcières d'Halloween. Qu'a dit le bureau du Sénat sur ce sujet? Il a dit que ces propos étaient pas admissibles. Mais pas de sanction. Mais il n'y a pas de prévu au règlement, voilà, de sanctions, c'est ce qui m'a été répondu, notamment parce que, et ça je suis quelqu'un qui défend cette liberté, il y a une liberté des parlementaires d'expression dans l'hémicycle, protégée par la Constitution. Il ne peut pas y avoir de poursuite judiciaire, par exemple, contre un parlementaire pour des propos qu'il a tenus dans l'hémicycle. Donc, comment vous dire... Mais ça, vous le saviez avant de saisir le bureau du Sénat. Est-ce que vous êtes déçu des conclusions du bureau du
du Sénat. Est-ce que vous espériez plus de sévérité? Non, moi, ce que je voulais, c'est que le bureau du Sénat, que notre institution dise que ces propos sont inadmissibles. Voilà, je ne suis pas un maître d'école. Qu'il y ait une réaction. Ce n'est pas possible, la banalisation. On peut penser... en général, c'est souvent ce qu'on nous rétorque. Quand il y a des propos outranciers, des propos racistes, etc., ne relevons pas parce que ça va donner des idées aux autres et ça va faire mousser la question, enterrons les choses. Bon, et on se rend compte que la fois d'après, c'est 2 fois pire. Et avec ce parlementaire, ce sénateur, eh bien, c'est ce qui se passe. En 2015, il avait déjà plus que dépassé les limites. Il recommence demain, ce sera encore pire. Or, il faut bien dire que, et ça dans tous les domaines, d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à propos de Zemmour, je continuerai à le dire haut et fort, attention à la banalisation. Le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Et il y a cette protection des parlementaires, mais dans le reste de la société... Tout ce qui a été dit. Et vous auriez demandé plus de réactions de la part de vos collègues, parce que vous avez saisi le bureau du Sénat, mais est-ce que vous pensez que d'autres auraient dû réagir? Je n'ai pas du tout envie de rentrer dans la polémique. J'ai fait ce que je pensais bien de faire. Le bureau a bien réagi en disant que c'est inadmissible, en le mettant à son ordre du jour et en réagissant. Le président Larcher va recevoir le sénateur Masson et il va lui dire ce qu'il y a à dire. Et je ne veux pas, là, maintenant, rentrer dans une polémique à l'intérieur de est-ce qu'on a bien... J'ai fait ce qu'il y avait à faire, et le bureau du Sénat, là, non seulement discuté, mais a réagi. Voilà, il n'y aura pas de banalisation. On a bien compris. Comme tous les jours, David Assouline, on va se rendre dans une rédaction locale. Aujourd'hui, direction Lyon, retrouver nos partenaires du Progrès. Bonjour Sébastien Calmar, vous êtes le chef d'info desk central du Progrès. Et vous allez nous parler d'un sujet qui concerne forcément beaucoup de gens et qui inquiète, ce sont les incendies domestiques, puisque c'est à l'occasion de la journée de la prévention des accidents de la vie courante. Oui, tout à fait. Bonjour. Ce sujet est malheureusement d'actualité, non seulement à l'occasion de cette journée de prévention des accidents de la vie courante, mais également dans l'actualité et les faits divers très récents. Malheureusement, on sait que cette semaine à Brest et Thionville, 2 personnes ont perdu la vie dans ce type d'accident, des incendies domestiques. On se rappelle également du drame de décembre 2018 à Bobigny, en région parisienne, quand 4 personnes avaient péri, dont 2 fillettes de 3 et 7 ans. Alors cette journée de la prévention des accidents de la vie courante, c'est l'occasion de rappeler que les incendies domestiques sont la plupart du temps provoqués par des inattentions et qu'ils peuvent être, comme on vient de le dire, à l'origine de véritables tragédies, puisque 300 personnes en moyenne sont victimes et meurent chaque année en France dans ce type d'accident, et 16 000 personnes sont également blessées dans ces accidents. Il y a donc une association, l'association Attitude Prévention, qui lance un appel. Tout à fait. Attitude Prévention, c'est l'association des assureurs français au service de la prévention des risques au quotidien. Cette association insiste sur le fait que les incendies domestiques sont rapidement dramatiques pour les personnes et pour les biens. Il ne faut en effet que 3 minutes pour que le feu se propage à l'ensemble d'une habitation et que son extinction soit impossible sans l'intervention des pompiers. L'association rappelle aussi qu'en 10 ans, le nombre d'incendies domestiques n'a pas bougé. Il y en a 250 000 par an en France, ce qui donne quand même une statistique incroyable. C'est un incendie toutes les 2 minutes. Or, ce qui frappe, c'est la méconnaissance de ces chiffres chez les Français. Le pôle d'expertise Calixis a réalisé un sondage qui révèle que 82% des personnes interrogées pensent qu'il n'y a qu'un incendie par jour en France. Or, c'est 700 fois plus en réalité. Du coup, la plupart des victimes, comme dans d'autres domaines, pensaient que ça n'arrivait qu'aux autres. Et donc, on le lit dans le Progrès, il y a quand même des gestes simples pour éviter ce type d'accident. Absolument. Ouais. L'association d'assureurs le rappelle, et ils sont en effet très simples ces gestes. Il suffit par exemple de ne pas s'éloigner de la cuisine quand un plat chauffe, de débrancher les appareils qui ne servent plus, de ne pas brancher les multiprises en cascade quand on a une cheminée, de la faire ramoner une fois par an. C'est d'ailleurs une pratique qui est imposée par les assureurs la plupart du temps. À propos d'installation électrique, par ailleurs, un sapeur-pompier interrogé dans notre double page conseille vivement de solliciter des professionnels pour la faire régulièrement vérifier et si besoin réviser. Une autre précaution très importante, bien sûr, c'est apprendre très tôt aux enfants à ne pas jouer avec le feu, que ce soit avec des allumettes ou avec un briquet. Et si possible, leur apprendre les bons gestes à appliquer en cas d'incendie. Dans notre double page, nous parlons aussi, bien sûr, des détecteurs de fumée. Ils sont obligatoires depuis 2015 et ils n'empêchent pas les incendies, certes, mais ils sauvent des vies. Il faut notamment les installer près des chambres, car 70% des incendies mortels surviennent la nuit.
Merci beaucoup. Merci à Sébastien Calmar d'avoir été avec nous. Tout ça, c'est bien sûr à lire dans le Progrès. Les bons conseils pour éviter cet incident domestique et notamment ces incendies. Merci d'avoir été avec nous, David Assouline. On va passer à la revue de presse de votre terre d'élection, c'est Paris. Et le retour de Quentin Calmet. Quentin, on en a parlé tout à l'heure avec David Assouline, mais vous revenez sur l'évacuation des 2 campements évacués hier dans le nord-est de Paris. Tout à fait, Oriane. On va commencer avec un article lu sur l'Obs. 2 campements de migrants évacués dans le nord-est de Paris, avec beaucoup de chiffres dans cet article, notamment ceux fournis par la préfecture de police de Paris, qui a communiqué ce chiffre, 1606 personnes évacuées hier, sous la pluie, donc par 600 policiers, nous dit l'article, qui étaient venus déloger dans ces 2 campements les migrants. Et en fait, pour la préfecture de police, il y a maintenant un objectif 0 retour, sur lequel communique énormément aussi la préfecture, avec, vous le voyez, dans le secteur, des patrouilles et également une surveillance vidéo. Et parmi ces 1600 migrants évacués, Quentin, certains ont été accueillis sur le site de l'ancien hôpital de Melun. C'est ce que nous raconte Le Parisien. Voilà, c'est la particularité de la presse et notamment de la PQR qui nous permet de suivre un sujet. On a donc les migrants qui sont évacués dans l'article de l'Obs. Et bien dans Le Parisien, on peut lire où est-ce qu'ils sont accueillis, en tout cas une partie d'entre eux. Pour 102 de ces migrants, ils ont été accueillis à Melun, dans l'ancien hôpital Marc Jacquet, nous dit Le Parisien. Ça a provoqué la colère de l'élu du maire qui a dit sur la forme, tout d'abord, il est inadmissible que la municipalité n'ait pas été prévenue par aucun canal officiel et qu'elle se retrouve en première ligne pour gérer les errements de la politique de la ville de Paris en matière de migrants. Ça, c'est Louis Vogel qui le dit, c'est le maire Agir de Melun. Ça vous fait déjà... Ça fait réagir, David Assouline. David Assouline. Et donc, en tout cas, l'article nous dit que certains migrants ont déjà été vus en train de repartir ou de chercher des cars pour repartir vers Paris. Peut-être une réaction, David Assouline, avant de passer au dernier sujet. Oui, bon, la démagogie, toujours la démagogie. Enfin, tout le monde sait que l'évacuation, la prise en charge des migrants, ce n'est pas une prérogative de la ville de Paris. Et c'est d'ailleurs un gros problème parce que nous, on fait tout ce qu'on peut. On aide, on apporte des moyens sanitaires, des moyens de nourriture, de nettoyage, d'ordre. Hier, pour l'évacuation notamment, eh bien, c'est des centaines d'agents de la ville qui étaient là pour ensuite et accompagner et aussi nettoyer. Donc, on est là. On subit aussi, ce sont les habitants de Paris, parce que Paris c'est la capitale et que tout passe par là, qui en souffrent. Et derrière, on vient, pour des raisons électoralistes, pour dire oh, c'est Anne Hidalgo, ou c'est la gauche, ou c'est les méchants de Paris, dire une contre-vérité que tout homme politique ou femme politique connaît, c'est une prérogative de l'État. L'État, hier, a pris ses responsabilités. Enfin, on le demandait depuis plusieurs mois, de façon répétée, tous les vendredis, Anne Hidalgo allait sur place pour montrer avec les associations qu'il y avait une situation d'urgence. Allez, on va terminer avec un autre sujet plus léger. C'est Français, eh bien, qui sont de plus en plus nombreux à habiter en province alors qu'ils travaillent à Paris. Exactement. Et alors, d'où cette question, où s'installer en province quand on travaille à Paris ? C'est lié au prix exorbitant de l'immobilier dans la capitale. Selon l'INSEE, regardez, ce sont ainsi 200 000 travailleurs parisiens qui sont dans ce cas motivés par aussi une recherche de meilleure qualité de vie, mais donc aussi par l'idée que les logements seront plus grands, moins chers dans ces autres villes en dehors de l'Île-de-France, avec à la clé quand même un budget transport conséquent. Dans l'article, on parle de 600 € par mois. Mais donc, ces personnes, on les appelle désormais donc des navetteurs, avec des allers-retours quotidiens entre la province et Paris, d'où l'importance d'être situé près d'une gare TGV, nous dit l'article. Et donc les villes citées, Vendôme, Arras, Reims, Le Mans, Évreux, Chartres ou encore Lille. Voilà, les bons plans immobiliers de Quentin. Avant de se quitter, David Assouline, je vais vous entendre sur un sujet d'actualité. C'est cette marche qui aura lieu dimanche contre l'islamophobie. Un appel a été signé par plusieurs personnalités de gauche. Appel pour dire stop à l'islamophobie, qui est un peu controversé, notamment avec ce thème loi liberticide envers les musulmans. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous ? Je pense comme le Parti socialiste. D'abord, il faut, et je le fais, vous le savez, mobiliser, alerter contre le racisme anti-musulman qui se libère, cette parole se libère, on a dit, Zemmour, on a dit, et ça
arme des gens qui passent à l'acte. Sur cet appel, notamment sur cette Bayonne, notamment un attentat à Bayonne. Donc il faut mobiliser. Signer un appel avec des islamistes qui prônent la lapidation des femmes, c'est une grave erreur. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas être pris dans la tenaille de ceux qui instrumentalisent la laïcité pour vilipender et attaquer les musulmans. Ça, je le dénonce fortement, et notamment, c'est un peu ce qui a eu lieu dans cet hémicycle la semaine dernière. Mais de l'autre côté, il ne faut pas être instrumentalisé par des islamistes qui sont pas du tout pour l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, ni pour une société de concorde et de fraternité, faire semblant qu'il n'existe pas au nom de la lutte contre le racisme anti-musulman. Il faut être très clair, il faut rassembler la République contre ce racisme-là, et je crois que le Parti socialiste est en train d'organiser une riposte large, unitaire, républicaine. Laquelle, justement? Il va y avoir un événement national qui est annoncé, ça sera quelle forme? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est en train d'être travaillé, et quand on pourra l'annoncer, eh bien, ce sera annoncé par notamment le premier secrétaire du Parti socialiste, mais il n'y a pas que lui. Il y a beaucoup de forces aujourd'hui qui considèrent qu'il faut dire stop au racisme anti-musulman, vraiment stop, et qu'il faut une riposte à la hauteur, où c'est la République et les Républicains qui prennent en charge ce combat. Donc il ne faut pas de confusion, et je crois que c'est le chemin à suivre. Merci beaucoup. Merci David Assouline d'avoir été avec nous ce matin. Dans 2 minutes, c'est l'invité politique. David Cormand, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, il est l'un des signataires de cet appel dont on parlait. On va en parler avec lui. On parlera également de l'interview d'Emmanuel Macron au journal The Economist, interview sur l'Europe ou encore du congrès d'Europe Écologie Les Verts à venir dans les prochains jours. Mais d'abord, on va regarder un extrait d'Hashtag, l'émission qui décrypte la com sur les réseaux sociaux. Cette semaine, retour sur l'interminable feuilleton du Brexit et notamment sur la personnalité de Boris Johnson. On regarde.